Bonjour à tous, bonsoir, je ne sais pas, en fonction de l'heure à laquelle vous écouterez le podcast. En tout cas, bienvenue à tous. On a la chance aujourd'hui pour l'épisode numéro 9 d'accueillir Pauline, Romain et Lilia qui vont donc me poser une question. Je le redis, je ne connais pas la question, je ne savais pas qui venait encore aujourd'hui. C'est le jeu de l'exercice sur lequel on essaye de s'y tenir. Donc je vais tout de suite passer la parole à Pauline. Bonjour monsieur le directeur. Pauline Miserotti, diététicienne nutritionniste depuis 10 ans sur l'hôpital. Aujourd'hui, le CLAN, le comité de liaison alimentation et nutrition, est au cœur de la démarche de la lutte contre la dénutrition. Il organise une journée afin de sensibiliser les professionnels et les patients le 4 décembre prochain dans le hall de Madeleine-Bresse. La dénutrition touche 20 à 40% des patients et 50% des personnes âgées à l'hôpital, avec un retentissement sur l'évolution de leur état de santé. Comment pensez-vous que l'on puisse inscrire la lutte contre la dénutrition comme une priorité au niveau institutionnel pour améliorer le dépistage et la prise en soin de ces patients ? Merci beaucoup Pauline pour cette question. Ce qui est très sympa, c'est que j'ai à chaque fois des questions nouvelles, donc ça me permet de me renouveler dans mes propos. Je vais articuler ma réponse en deux temps. Un, sur l'importance de la lutte contre la dénutrition, et puis deux, sur comment on peut faire pour en faire une cause locale, ou une cause hospitalière locale, ou une cause argenteuillaise. Sur la question de la dénutrition, on sait bien que parfois l'hôpital est un peu le lieu de dernier recours de soins, et que l'état de santé des patients qu'on accueille est parfois très dégradé. Et dans la dégradation, il y a des éléments notamment sociaux. On sait qu'on est sur un territoire au niveau des conditions socio-économiques compliquées. Et la dénutrition, forcément, et peut-être, je n'ai pas les chiffres là à vous donner, mais je pense qu'on doit faire partie des territoires qui sont parmi les plus, qui ont des taux parmi les plus élevés, compte tenu des circonstances ou en tout cas du contexte socio-économique. Donc, en faire une priorité me paraît tout à fait légitime et normal. La question derrière, c'est comment je vais vous ramener à quelque chose de très simple en réalité. Au-delà de la journée que vous organisez et que l'hôpital d'Argenteuil organise, parce que c'est l'hôpital qui l'organise avant tout, ce qui me paraît important, c'est que vous puissiez vous rapprocher de l'ensemble des services de l'hôpital et de voir avec l'ensemble des services de l'hôpital, dans le cadre de la rédaction des projets médico-soignants qu'on est en train de rédiger en ce moment, donc ça tombe bien, ça fait partie, c'est sur la bonne temporalité, de voir avec eux comment, sur chacun des services, on pourrait trouver un projet ou une action à mener au sein du service pour favoriser la lutte contre la dénutrition. Je pense que pour permettre à l'établissement d'en faire une cause argenteuillaise, il faut passer par les acteurs. Et les acteurs, c'est les services. Et si vous arrivez à l'échéance, on doit rédiger notre projet d'établissement pour fin novembre, début décembre. Donc on en a à peu près 2 mois pour travailler avec le clan et avec l'ensemble des acteurs, pour se rapprocher des services et voir avec eux comment on pourrait faire des actions très simples dans chacun des secteurs, en tenant compte du contexte de chacun des secteurs, puisque je pense que ce n'est pas les mêmes problématiques selon les secteurs, et ça permettrait d'inscrire durablement la lutte contre la dénutrition comme étant une priorité de notre établissement. En tout cas, à titre personnel, dans les discussions que j'aurai avec les chefs de pôle et les chefs de service, je leur glisserai à l'oreille. Après, je vous fais une passe décisive, comme on dit, dans le monde du sport, et je vous passe le relais pour vous permettre, vous, derrière, de parler concrètement des actions à mener. On va passer à Romain. Bonjour monsieur le directeur, donc Romain Mézières, éducateur spécialisé en psychiatrie pour adolescents depuis 7 ans à l'hôpital d'Argenteuil. Ma question va porter sur la psychiatrie en général. Donc, sachant qu'hier, il y avait la journée nationale de la santé mentale, qui est quasi passée inaperçue nationalement, et qu'en 2025, la santé mentale sera grande cause nationale, qu'est-ce que l'hôpital, au vu des instances publiques et politiques actuelles, pourrait ou compte faire en niveau matériel, humain ou financier pour essayer d'aider la psychiatrie dans son ensemble, en sachant qu'elle est quand même passée sous silence pour la plupart du temps? Là encore, je vais essayer de répondre à différents niveaux. Je pense que la première des choses à faire pour permettre à la psychiatrie d'être une priorité nationale, c'est d'essayer de normaliser la psychiatrie au regard des gens, le regard des gens sur la psychiatrie. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des facteurs
compliqué pour la psychiatrie, c'est les regards que les gens posent sur la psychiatrie. Et donc je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là, alors qui ne relèvera pas de moi spécifiquement, mais qui relèvera du niveau national. Ensuite, une fois qu'on a réglé le problème de la peur de la psychiatrie, parce qu'il faut mettre des mots à un moment donné sur les choses et sur les ressentis, parce que la psychiatrie fait peur à beaucoup de monde. Moi, elle ne me fait pas peur, parce que dans tous les établissements où j'ai travaillé, j'ai eu des services de psychiatrie, alors jeunes et moins jeunes, en fonction des établissements. Donc, ce n'est pas du tout un secteur qui me fait peur. On a un autre problème après, c'est comment on fait pour offrir des soins, parce qu'au fond, faire de la psychiatrie une grande cause nationale, j'ai envie de dire, mais surtout comment on fait par rapport à un besoin de santé qui est important pour offrir des soins. Et comment on fait pour offrir des soins ? Là, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est de réfléchir à quels soins on veut offrir. Est-ce qu'on reste sur le mouvement qu'on a aujourd'hui, enfin en tout cas qu'on a depuis de nombreuses années, qui est d'ouvrir la psychiatrie à la ville, et notamment de favoriser le développement des structures extérieures, je ne vais pas dire au détriment, mais du coup en complémentarité assez forte avec les structures intra, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans quand même. On favorisait plutôt l'hospitalisation un temps complet, plutôt que l'ouverture. Donc ça sera un choix à faire qui va dépendre des priorités mises au niveau national et puis qui va aussi dépendre des acteurs locaux, c'est-à-dire quel choix on veut faire. Et ensuite, le deuxième sujet, c'est les moyens humains. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire du soin sans professionnels de santé. On peut toujours imaginer le faire, mais ça ne se réalise pas. Alors moi, au niveau national, je n'ai pas d'avis particulier, je n'ai pas toutes les manettes, je n'ai pas toutes les contraintes, donc c'est compliqué pour moi de vous donner une orientation. Ce que je peux vous dire par contre au niveau local, ça je maîtrise un peu plus, c'est qu'on a 2 bonnes nouvelles aujourd'hui qu'il faut, je pense, partager. La première bonne nouvelle, c'est que parce qu'on a réussi à discuter avec l'équipe, notamment l'équipe paramédicale et médicale de psychiatrie adulte, depuis le 1er octobre, on a retrouvé notre pleine capacité en hospitalisation complète. Et donc ça, je pense que c'est une nouvelle à valoriser. On est passé de 30 lits qu'on avait depuis à peu près 18 mois à 24 mois à maintenant 40 lits. Donc voilà, ça c'est une action concrète pour valoriser la psychiatrie, c'est de réouvrir des lits. La deuxième action, qui est un complément de la première, parce que la deuxième, elle est plutôt sur la partie immobilière. Le complément de la première, et qui est un complément en termes de bonnes nouvelles, c'est que normalement, si tout se passe bien, au 18 novembre, on réouvre l'hôpital de semaine de psychiatrie des ados, après une fermeture début avril ou fin avril. J'ai plus la date exacte en tête. Donc voilà 2 bonnes nouvelles et 2 actions. Alors, je l'ai dit simplement, mais en réalité, ça a demandé énormément de travail de la part des équipes, de l'encadrement, à la fois de se réorganiser pour la partie adulte et d'être de nouveau attractif pour la partie des ados. Donc la première réponse sur laquelle il faut que nous, on mette beaucoup d'énergie, c'est d'offrir du soin et donc de trouver des professionnels de santé en capacité d'offrir ce soin. Et après, au niveau local, la deuxième chose qu'on peut faire, et qu'on va faire, pour être plus précis, c'est d'essayer d'offrir des conditions matérielles d'exercice qui soient les plus agréables possibles. Alors on a commencé à travailler sur les structures extra pour les enfants. Et donc on a un partenariat qui est en train de se créer avec la mairie d'Argenteuil pour récupérer des locaux en ville et de regrouper l'ensemble des structures extra sur une seule et même structure avec des locaux rénovés, avec une qualité de vie au travail liée à l'immobilier. Mais je vous rassure, il en ira de même pour les adultes. On est en train de travailler avec la mairie d'Argenteuil pour trouver également des locaux sur cette partie-là et essayer ensuite de travailler avec eux un montage financier qui, grosso modo, permet à la mairie d'assurer les travaux et nous, de rémunérer la mairie liée aux travaux par l'intermédiaire d'un loyer. Donc voilà, pour vous répondre, c'est à la fois trouver des professionnels de santé, mais pas que pour des questions de valorisation financière. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des enjeux majeurs, c'est de trouver un projet médico-soignant qui soit en cohérence avec les aspirations des gens. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à faire des choses au niveau des adultes et des adolescents. Et en parallèle, c'est de travailler à la logique immobilière, parce qu'on sait bien que notamment sur les structures extra, on a parfois des conditions d'accueil qui sont compliquées. Et on se doit de trouver des solutions pour que les conditions d'accueil soient bien plus performantes. On va passer à Lilia. Oui, bonjour Monsieur le Directeur. Lilia Boisa, chargée de développement des ressources humaines depuis maintenant 4 ans à l'hôpital.
Moi, ma question, elle concerne davantage la communication entre les services. Parfois, on est amené à collaborer les uns et les autres et on peut être tributaires les uns des autres, mais chacun a aussi ses obligations et ses priorités, ce qui génère parfois des situations un peu conflictuelles, sachant qu'il y a aussi parfois une méconnaissance des uns et des autres. Donc, ma question, c'est quelle est votre vision pour améliorer cette collaboration et cet échange entre les différents services ? Je vais vous répondre de manière un peu philosophique, au moins en première intention, enfin philosophique, dans l'état d'esprit et dans la stratégie. Bon, déjà, vous dire que communiquer, c'est difficile. Alors, il y a des gens qu'on fait des études, hein, donc c'est qu'on doit considérer que ça ne doit pas être simple de communiquer. Mais j'aurais tendance à faire prévaloir 2 principes fondamentaux dans la communication. Le premier principe, qui est l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que si on veut faire communiquer correctement les services, il faut qu'on soit honnête les uns envers les autres. Je parle bien d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire si je m'engage à faire cette action à telle période, je dois faire cette action à telle période. Si je dis que je ne peux pas la faire, il faut vraiment que ça soit honnête, c'est que j'ai pas envie de la faire, c'est je ne peux pas la faire, ce qui est une petite variable quand même. Donc, et ça, c'est un sujet. Je ne suis pas sûr qu'on soit toujours dans cette honnêteté intellectuelle. Donc je pense qu'on doit travailler autour de ça. Le deuxième postulat, et vous l'avez un petit peu souligné, c'est que pour bien communiquer, il ne faut pas être dans une position de jugement, mais dans une position de compréhension. Et quand on est dans une position de compréhension, on est contraint, pour le coup, de chercher à intégrer les contraintes de vos interlocuteurs. Et c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que mon problème n'est peut-être pas le problème de mon interlocuteur. Mais comme c'est mon problème et c'est celui qui me perturbe au quotidien, moi, il me pose problème. Et la difficulté, lorsqu'on a une vision un peu transversale des sujets, et ce qui est un peu le cas lorsqu'on travaille sur une direction des ressources humaines ou même sur une direction générale, c'est qu'on n'a malheureusement pas un problème à gérer, mais parfois on en a peut-être 50 à gérer. Et c'est là où on reboucle sur le premier principe, qui est de dire, bah oui, mais ton problème n'est pas l'urgence du moment. Ça va être à un moment donné être traité parce qu'on doit traiter ton problème et que c'est normal. Mais par rapport au problème qu'on a à traiter en parallèle, il faut accepter qu'il ne peut pas être traité tout de suite. Mais ça, c'est un travail collaboratif qu'il faut essayer de mettre en place. Et c'est vrai que sur les ressources humaines, le bon exemple, c'est le recrutement. C'est-à-dire que pour le service X, forcément, quand il y a un poste vacant, le recrutement est urgent. Mais si on a 10 recrutements, la personne qui est chargée de recrutement ne peut pas faire les 10 recrutements en même temps. On est obligé de prioriser dans le temps. D'où l'idée d'avoir mis en place, et ça reboucle avec la première thématique qui est la question de l'honnêteté intellectuelle, c'est qu'on a mis en place un guide du recruteur avec des délais sur lesquels la direction des ressources humaines s'engage. Donc à partir du moment où on est dans les délais, normalement il ne doit pas y avoir de problème de communication puisqu'on est dans les délais. Le problème peut intervenir à partir du moment où on est hors délai. Et là, dans ce cas, il peut y avoir des discussions. Donc pour résoudre le problème, c'est 1, honnêteté intellectuelle, 2, compréhension. En tout cas, d'un point de vue stratégique. Et d'un point de vue pratique, c'est de ne pas chercher à avoir raison, en fait. C'est-à-dire que quand on règle un problème, on ne cherche pas à avoir raison, on cherche à régler le problème. Et on a parfois le droit de se tromper, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver une solution au problème. Et donc là, essayer de trouver une solution au problème, à partir du moment où vous ne jugez pas, à partir du moment où vous comprenez les contraintes de vos interlocuteurs, en général, vous pouvez réussir à trouver une solution à un problème. Donc voilà un petit peu d'un point de vue stratégique ce que j'envisagerais bien au sein de l'institution. Alors, moi j'ai la sensation quand même que dans notre institution, la communication, elle peut parfois être tendue, mais globalement, elle est plutôt fluide. C'est-à-dire que les gens se parlent normalement et les gens essayent à un moment donné de trouver des solutions. Parce que n'oublions jamais que notre métier collectif, c'est de prendre en charge des patients à la fin. Et que notre ambition doit être, lorsqu'il y a des problèmes dans cette prise en charge, de trouver des solutions. Et ce que les interlocuteurs doivent entendre, c'est que parfois, la meilleure solution n'est pas possible. Et que nous, on est contraints de choisir non pas la meilleure, mais parfois la moins mauvaise. Parce que justement, il y a des contraintes qu'il faut intégrer dans le raisonnement. Et ça, c'est vrai que c'est parfois difficilement entendable pour les interlocuteurs. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut entendre. Sinon, on se retrouve très souvent avec des frustrations, avec des agacements, avec des conflits qui, normalement, ne devraient pas avoir lieu si chacun intègre cette problématique. C'est fini. On a fait les 3 questions à mon directeur. Donc là, on est au 9e épisode. Donc il va en rester un 10e, un 11e et un 12e pour finir au moins une année complète. Après, on verra s'il y a une suite ou pas au concept.
Merci à nos 3 intervenants, Pauline, Romain et Lilia, d'avoir pris du temps de venir me poser les questions. Et vous dire que si tout se passe bien, on va se retrouver dans quelques semaines pour un 10e épisode. Très bonne fin de journée, bonne fin de soirée ou bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous nous écouterez.